Mes parents ont dit que je pouvais rejoindre les vacances en famille si je payais mes propres frais. J'ai dit « non merci ». Ensuite, j'ai juste ouvert mon application, cliqué sur « contester tout », bloqué la carte. À la porte d'embarquement, mon frère m'a envoyé un SMS, il refuse nos billets. Qu'est-ce que tu as fait? Je suis Camille, bien que tout le monde m'appelle Camille. À 29 ans, j'ai enfin mon propre appartement et un emploi stable en tant que graphiste. Ma relation avec mes parents, Sophie et Henri Martin, a toujours été compliquée, surtout quand il s'agit d'argent. Chaque année, ils emmènent mon frère Julien dans des vacances somptueuses pendant que je reste en arrière. Cette année, ils m'ont surprise avec une invitation, mais avec une condition. Je pouvais venir si je payais mes propres frais. J'ai accepté jusqu'à ce que je reçoive une notification qui a tout changé. Si vous regardez ceci, j'aimerais savoir d'où vous vous connectez. Cliquez sur les boutons j'aime et abonnez-vous pendant que je vous raconte comment j'ai retourné la situation contre ma famille manipulatrice et que j'ai retrouvé ma liberté financière. Grandir dans la famille Martin signifiait comprendre très tôt que l'argent venait avec des conditions. Mes parents ne manquaient jamais une occasion de me rappeler que chaque euro qu'ils dépensaient pour moi était méticuleusement suivi et devrait d'une manière ou d'une autre être remboursé. Ce traitement contrastait fortement avec la façon dont ils géraient les finances avec mon frère aîné, Julien. Dès le début, il semblait y avoir 2 livres de règles différents dans notre famille. Julien, 3 ans mon aîné à 32 ans, recevait de l'argent de poche, de nouveaux vêtements et les derniers gadgets sans poser de questions. Pendant ce temps, je devais justifier chaque dépense, des fournitures scolaires aux nécessités de base. Ma mère disait souvent, « Camille, tu dois comprendre la valeur d'un euro tout en dépensant simultanément des centaines d'euros pour les hobbies de Julien sans y penser à 2 fois. » Les vacances annuelles en famille sont devenues le symbole le plus visible de cette disparité. À partir de mon adolescence, mes parents ont commencé à emmener Julien dans des destinations exotiques, la Martinique, Tokyo, Paris. Je restais en arrière avec ma grand-mère ou, en vieillissant, seul dans la maison familiale. L'excuse était toujours la même, nous ne pouvons nous permettre d'emmener qu'un enfant et Julien est plus âgé. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, ils revenaient toujours avec des souvenirs coûteux pour eux-mêmes et Julien tout en me ramenant un aimant de réfrigérateur ou une babiole de boutique d'aéroport. Après l'université, j'ai eu du mal à trouver un emploi stable pendant la récession. Mes parents m'ont permis de revenir à la maison, mais m'ont facturé un loyer qui équivalait à près de ce que je gagnais à mon emploi de graphiste à temps partiel. Pendant ce temps, Julien a vécu à la maison sans loyer pendant des années pendant qu'il se cherchait après avoir abandonné ses études supérieures. Quand j'ai signalé cette incohérence, la réponse de mon père était toujours « Ton frère a un potentiel que nous devons nourrir. Tu devrais être reconnaissante que nous t'enseignions la responsabilité. » Malgré ces obstacles, j'ai travaillé sans relâche pour bâtir ma carrière. J'ai pris des projets de freelance après mon travail à temps plein, passé des week-ends à construire mon portfolio et à travailler à chaque occasion. Finalement, il y a 3 ans, j'ai décroché un poste à l'agence créative du Nord qui m'a fourni une stabilité financière suffisante pour planifier mon départ de la maison de mes parents. Épargner pour mon propre logement a pris plus de temps que prévu. Chaque fois que j'approchais de mon objectif, quelque chose se passait, ma voiture tombait en panne, mon ordinateur portable plantait, ou mes parents augmentaient soudainement mon loyer. C'était comme nager à contre-courant. Mais j'ai persisté, coupant toutes les dépenses inutiles et acceptant des projets de freelance supplémentaires. Il y a 6 mois, j'ai finalement signé le bail de mon appartement d'une chambre en ville. Ce n'était pas luxueux, mais c'était le mien. Le jour où j'ai déménagé, ma mère a semblé presque déçue, comme si elle avait perdu une prise sur moi. Mon père s'est contenté de hausser les épaules et de dire « Nous verrons combien de temps tu tiens sans notre soutien. » Puis est venu l'appel téléphonique surprenant le mois dernier. Ma mère a appelé un dimanche soir, sa voix inhabituellement joyeuse. « Camille, chérie, nous planifions le voyage annuel en famille à Saint-Barthélemy cette année. 3 semaines au Grand Hôtel des Palmes. Ton père et moi pensions que puisque tu t'en sors si bien maintenant, peut-être aimerais-tu te joindre à nous ?» J'ai failli laisser tomber mon téléphone sous le choc. Après des années d'exclusion, l'invitation semblait surréaliste. Mais ensuite est venue la mise en garde, bien sûr, maintenant que tu es indépendante, tu dois couvrir tes propres dépenses. Les vols coûtent environ 1 500 €, et ta part de l'hôtel serait d'environ 4 000 € pour les 3 semaines, plus l'argent de poche, bien sûr. Le total qu'elle a décrit négligemment s'élevait à près de 6 mois d'économie pour mon futur acompte de condo. Pourtant, une partie de moi aspirait à l'inclusion familiale qui m'avait été refusée si longtemps.
Je vais y réfléchir, lui ai-je dit prudemment. Ne réfléchis pas trop longtemps. Nous devons finaliser les réservations la semaine prochaine. Après l'appel, j'ai passé des heures à calculer comment je pourrais y arriver. Je devrais puiser dans mon fonds d'urgence et prendre des projets de freelance supplémentaires, mais peut-être que cela en vaudrait la peine pour enfin être incluse dans la tradition familiale. Le lendemain, j'ai rappelé ma mère et j'ai timidement accepté. Merveilleux, dit-elle. Je vais demander à ton père de s'occuper de toutes les dispositions. Donne-nous juste les informations de ta carte de crédit pour que nous puissions sécuriser toutes les réservations ensemble. Quelque chose dans son empressement me mettait mal à l'aise, mais j'ai mis ce sentiment de côté. En fait, je préférerais réserver mon propre vol et ma chambre. Je peux me coordonner avec vous pour les dates. Ne sois pas bête, Camille. C'est beaucoup plus facile si nous gérons tout en un seul forfait. Nous avons déjà travaillé avec notre agent de voyage. Après quelques allers-retours, j'ai fourni à contre-cœur les informations de ma carte de crédit avec une instruction stricte de ne débiter que ma part des vacances, un vol et ma part d'une chambre d'hôtel pour les prochaines semaines. J'ai fait des heures supplémentaires pour épargner des fonds supplémentaires pour le voyage. Je commençais même à l'attendre avec impatience, imaginant des couchers de soleil sur la plage et peut-être même des moments de qualité en famille. Peut-être que c'était un tournant dans notre relation, une reconnaissance que j'étais enfin considéré comme égale. Puis vint la notification qui allait tout bouleverser. C'était un mardi après-midi quand mon téléphone a sonné avec une alerte automatisée de ma société de carte de crédit, activité inhabituelle détectée sur votre compte. Les frais récents dépassent votre schéma de dépenses typique. J'étais en pleine réunion client, alors j'ai ignoré la notification, prévoyant de la vérifier plus tard. Au moment où je suis retourné à mon bureau, 3 autres alertes étaient arrivées. Mon estomac s'est serré d'anxiété alors que je me connectais à mon application bancaire pendant ma pause déjeuner. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Plus de 15 000 € de frais avaient été traités au cours des dernières 48 heures. En faisant défiler les transactions, le schéma est devenu clair, vol aller-retour en première classe pour Saint-Barthélemy. Pas le seul billet en classe économique que j'avais accepté. 3 suites avec vue sur l'océan au Grand Hôtel des Palmes pour 21 nuits. Pas ma part d'une chambre standard. Forfait spa quotidien pour ma mère. Réservation de golf pour mon père et Julien, croisière au coucher du soleil, billet de Luo, transfert aéroport en SUV de luxe. Mes mains tremblaient en faisant défiler les frais après les frais. Ils n'avaient pas seulement réservé ma part du voyage, ils avaient utilisé ma carte pour financer toutes les vacances en famille à un niveau de luxe bien au-delà de ce qu'ils m'avaient décrit. J'ai immédiatement appelé le service des fraudes de la société de carte de crédit. La représentante, une femme nommée Sophie avec une voix apaisante, a écouté patiemment pendant que j'expliquais la situation. Donc, ces frais ont été effectués par vos parents utilisant les informations de votre carte que vous leur avez fournies dans un but précis, a-t-elle clarifié. Oui, mais je les ai seulement autorisés à débiter ma part du voyage, un vol en classe économique et ma part d'une chambre d'hôtel, pas des billets en première classe pour tout le monde et plusieurs suites de luxe. Sophie a expliqué mes options. Je pouvais contester les frais comme non autorisés, ce qui déclencherait une enquête pour fraude, ou je pouvais les accepter et régler le remboursement avec ma famille. Si je choisissais de contester, ma carte serait bloquée et réémise pour éviter toute utilisation non autorisée future. Pendant que Sophie parlait, des souvenirs ont afflué. Mes 16 ans, quand mes parents ont emprunté les 300 € que ma grand-mère m'avait donnés pour un appareil photo parce qu'ils étaient un peu à court ce mois-ci, pour ne jamais les rembourser. La fois où ils ont utilisé ma première carte de crédit comme sauvegarde d'urgence pour un week-end, me laissant avec une carte au maximum et des frais de retard. Les documents de prêt étudiants qu'ils m'ont fait signer et qui se sont avérés inclure des prêts parentaux dont j'étais d'une manière ou d'une autre responsable. Ce n'était pas un malentendu. C'était un schéma d'abus financier qui durait depuis toute ma vie. Je veux contester tous les frais, ai-je dit fermement. Et oui, veuillez bloquer la carte immédiatement. Après avoir raccroché, je suis resté assise à mon bureau, alternant entre rage et incrédulité. Comment pouvait-il faire ça? À quoi pensait-il? S'attendait-il à ce que j'accepte simplement 15 000 € de frais de vacances qu'il me faudrait des années pour rembourser? J'avais besoin de perspective, alors j'ai appelé mon amie Anne pendant ma pause de l'après-midi. Anne avait été témoin de la dynamique de ma famille pendant des années et avait toujours été franche au sujet de ses préoccupations. Ils ont fait quoi? S'est-elle exclamée après que j'ai expliqué la situation. Camille, ce n'est pas juste inconsidéré, c'est de la fraude. Ils ont commis une fraude à la carte de crédit contre leur propre fille.
Je sais, ai-je répondu, ma voix petite. Mais ce sont toujours mes parents. Devrais-je appeler et les confronter? Absolument pas, Anne était catégorique. Pas encore. Ils essaieront juste de te manipuler pour que tu abandonnes les contestations. Tu as fait la bonne chose, bloquer la carte et signaler la fraude. Maintenant, tu dois te préparer aux retombées. Elle avait raison. Confronter mes parents alors que j'étais encore émotionnellement à vif ne ferait que leur donner l'occasion de me faire douter ou de me faire pression pour que je recule. Au lieu de cela, j'ai passé la soirée à rechercher la fraude à la carte de crédit, les frais non autorisés et comment tout documenter pour d'éventuels problèmes juridiques. J'ai appris qu'en fournissant ma carte pour un débit spécifique, je ne les avais pas autorisés à l'utiliser pour quoi que ce soit au-delà de ce cadre. J'ai créé un tableau détaillé de ce qui avait été convenu par rapport à ce qui avait été débité, ainsi qu'une chronologie de toutes les communications avec mes parents concernant le voyage. J'ai également noté chaque détail de ma conversation avec la société de carte de crédit pendant que c'était frais dans ma mémoire. Le lendemain, j'ai reçu des emails de confirmation que tous les frais étaient contestés et que ma carte de remplacement arriverait dans les 3 à 5 jours ouvrables. J'ai également reçu un email séparé confirmant que mon ancienne carte avait été bloquée et ne pouvait plus être utilisée pour de nouveaux achats. Un calme étrange s'est installé en moi lorsque j'ai réalisé que j'avais pris des mesures concrètes pour me protéger. Pour la première fois peut-être de ma vie, j'avais refusé d'être le plan financier de secours de mes parents. J'avais dit non à leur exploitation. Ce calme était ponctué d'anxiété chaque fois que mon téléphone sonnait, m'attendant à voir les noms de mes parents sur l'écran. Mais étrangement, aucun appel n'est venu, aucun texte en colère, aucun email exigeant. Le silence était presque plus énervant qu'une confrontation immédiate. Ils ne savent pas encore, suggéra Anne lorsque j'ai mentionné le silence suspect. Les frais sont probablement passés, et ils ne sauront pas qu'ils sont contestés tant qu'ils n'essaieront pas d'utiliser ta carte à nouveau ou tant que l'hôtel ou la compagnie aérienne ne les contactera pas. Elle avait raison, bien sûr. Ils ne savaient pas que j'avais découvert leur tromperie. Ils ne savaient pas que j'avais agi. Pour l'instant, ils croyaient toujours qu'ils m'avaient manipulé avec succès une fois de plus. Et dans cette connaissance, j'ai trouvé un pouvoir inattendu. Pour une fois, j'avais une longueur d'avance sur eux. J'avais protégé avant qu'ils ne puissent me faire pression pour que je me plie. Quelle que soit la tempête qui approchait, j'avais sécurisé ma position. Je ne me rendais simplement pas compte à quelle vitesse cette tempête allait arriver ni à quel point elle serait violente. Les jours suivants se sont déroulés dans un étrange état de limbe. Mes parents m'envoyaient des messages décontractés sur les préparatifs des vacances comme si de rien n'était. On vient d'acheter de nouveaux maillots de bain pour Saint-Barthélemy. Tellement excité. Ma mère a envoyé un message mercredi. L'agent de voyage dit que le temps sera parfait la semaine prochaine. Mon père a envoyé un message jeudi. J'ai répondu par des réponses évasives, maintenant la façade que tout se déroulait comme prévu. Une partie de moi se demandait si je devais les avertir, leur dire ce que j'avais découvert et les mesures que j'avais prises. Mais une autre partie, la partie qui avait été systématiquement exploitée pendant 29 ans, savait que tout avertissement ne ferait que leur donner le temps d'élaborer des contre-stratégies. Le dimanche est arrivé, le jour du départ. Selon l'itinéraire que j'avais vu sur les frais de carte de crédit, leur vol était prévu à 11h30. Je suis allé travailler comme d'habitude, incapable de me concentrer sur la refonte du site web qui était mon projet prioritaire depuis des semaines. « Tu vas bien, Camille ? Tu as l'air distraite ?» a demandé Chloé, notre UX designer, lors de notre point du matin. « Juste des trucs familiaux », ai-je répondu vaguement, pas prête à partager toute l'histoire avec des collègues. « Les trucs familiaux sont toujours compliqués », a-t-elle dit en hochant la tête avec sympathie. « Fais-moi savoir si tu as besoin de quoi que ce soit. » J'ai vérifié mon téléphone compulsivement toute la matinée, sursautant chaque fois qu'il vibrait. À 10 heures, il n'y avait toujours rien. Avait-il d'une manière ou d'une autre évité les conséquences? Avait-il trouvé une autre façon de tout payer? À 11h15, mon téléphone s'est enfin éclairé avec un message de Julien, à l'aéroport. « Où es-tu? Les parents ont dit que tu nous rejoignais ici. » Je n'ai pas répondu. 5 minutes plus tard, un autre message est arrivé. « Camille, l'embarquement est dans 45 minutes. » Maman s'inquiète. J'ai mis mon téléphone en silencieux et me suis tourné vers l'écran de mon ordinateur, mon cœur battant. À 11h40, mon téléphone a commencé à sonner. Julien appelait. J'ai refusé l'appel. Il a immédiatement rappelé. J'ai refusé à nouveau.
Puis les messages textes ont commencé à affluer. Urgence. Quelque chose ne va pas avec les billets à l'enregistrement. Papa panique. Ils disent que le paiement a été refusé. C'était ta carte qui devait payer pour ça? Camille, réponds à ton téléphone. Ils refusent nos billets. Qu'est-ce que tu as fait? Mes mains tremblaient lorsque j'ai finalement tapé une réponse, ce qui a été dit. Je paie mes propres frais. 3 points sont apparus et ont disparu plusieurs fois comme si Julien tapait et supprimait des réponses. Finalement, tu es sérieuse là? On va rater ce vol. J'ai pris une profonde respiration et j'ai tapé, j'ai seulement accepté de payer mon vol et ma part de chambre. Pas des billets en première classe pour tout le monde. Plusieurs suites, forfait spa et golf. Vérifie les frais. Plus de 15 000 € sur ma carte de crédit sans ma permission. La réponse de Julien est venue rapidement. Maman a dit, tu as accepté d'aider à la réservation. Aider à la réservation de ma part. Pas financer toutes les vacances de luxe pour tout le monde. Tu dois régler ça tout de suite. Papa hurle à l'agent de la porte. J'ai éteint complètement mon téléphone après ça, incapable de gérer plus de messages pendant que j'étais au travail. Quand je l'ai rallumé pendant la pause déjeuner, j'avais 17 appels manqués, 10 de mon père, 5 de ma mère et 2 de Julien. J'avais également une avalanche de messages textes de plus en plus hostiles. De mon père, appelle-moi immédiatement. Tu as tout gâché avec ton égoïsme. De ma mère, je n'arrive pas à croire que tu nous aies humiliés comme ça à l'aéroport après tout ce que nous avons fait pour toi. De Julien, ils ont dû tout réserver à nouveau sur la carte d'urgence de papa. Il dit que tu vas le rembourser centime par centime plus les frais de nouvelle réservation. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Au lieu de cela, j'ai envoyé un message à Anne, ça y est. Ils sont en train de craquer. Sa réponse a été immédiate, reste forte. Tu n'as rien fait de mal. Tu veux que je vienne ce soir? Oui, s'il te plaît, ai-je répondu, reconnaissante de son soutien. L'après-midi s'est traîné, mon téléphone vibrant périodiquement avec d'autres appels et messages que j'ai continué d'ignorer. Au moment où j'ai quitté le travail, j'avais un mal de tête lancinant et un nœud d'anxiété dans la poitrine. Chloé a remarqué ma détresse alors que nous rangions nos affaires pour la journée. Sérieusement, Camille, tu as l'air d'avoir vu un fantôme. Tu es sûr que ça va? Le drame familial a escaladé plus que prévu, ai-je admis. Je gère, mais c'est intense. Le drame familial est le pire, a-t-elle dit avec sympathie. Tu as besoin qu'on te ramène ou autre chose? Je l'ai remercié, mais j'ai refusé, voulant un peu de temps seul pendant mon trajet pour me préparer à ce qui pourrait arriver ensuite. Alors que j'approchais de mon immeuble, j'ai remarqué une Lexus argentée inconnue garée en face. Mon pas a ralenti lorsque j'ai reconnu l'autocollant de l'entreprise de location de voitures sur la vitre. Ils n'auraient pas pu. Ils étaient censés être en route pour Saint-Barthélemy. Mais alors que je me tenais figé sur le trottoir, la porte conducteur s'est ouverte et mon père est sorti. La voilà, a annoncé mon père bruyamment en m'apercevant sur le trottoir. La fille qui pense qu'il est acceptable de commettre une fraude contre ses propres parents. Ma mère a émergé du côté passager, le visage rougi de colère sous son maquillage soigneusement appliqué. Du siège arrière, Julien est apparu, l'air mal à l'aise, mais suivant leur exemple comme il le faisait toujours. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» ai-je réussi à demander, ma voix plus ferme que ce que je ressentais. « Vous n'êtes pas censé être en route pour Saint-Barthélemy ?»« Nous le serions, » a claqué ma mère, « si tu n'avais pas délibérément saboté nos vacances par méchanceté. » J'ai pris une profonde respiration, reconnaissante que cette confrontation se déroule dehors plutôt que dans l'espace confiné de mon appartement. Je n'ai rien saboté. J'ai arrêté des frais non autorisés sur ma carte de crédit. Des frais que je n'ai jamais acceptés. Tu as accepté d'aider aux réservations, a crié mon père, faisant un pas vers moi. J'ai reculé instinctivement. J'ai accepté de payer ma part, pas 15 000 € pour des hébergements de luxe pour vous tous. Nous te faisions une faveur en t'incluant dans les vacances en famille. La voix de ma mère s'est élevée, attirant l'attention de ma voisine Élise, qui rentrait de promener son chien. Tout va bien, Camille, a demandé Élise, s'arrêtant sur le trottoir. Ça va, ai-je dit automatiquement, puis j'ai reconsidéré. Avoir un témoin pourrait effectivement aider. Juste un désaccord familial. Mon père a baissé la voix, conscient de l'audience. Nous devons discuter de ça à l'intérieur. Non, non, ai-je dit fermement. Nous pouvons parler ici ou pas du tout.
Julien a finalement pris la parole, tentant son rôle habituel de conciliateur. Camille, nous sommes tous bouleversés. Allons juste à l'intérieur et réglons ça calmement. Il n'y a rien à régler, ai-je répondu. Je ne laisserai aucun de vous entrer dans mon appartement. L'expression de ma mère est passée de la colère à la manipulation, des larmes apparaissant soudain dans ses yeux. Après tout ce que nous avons sacrifié pour toi, c'est comme ça que tu nous traites? En nous humiliant à l'aéroport et en ruinant les vacances que nous planifions depuis des mois. Les vacances que vous prévoyiez de me faire payer sans ma connaissance ou mon consentement, les-je corrigées. Nous allions te rembourser, a insisté mon père, bien que ce fût la première mention d'un tel arrangement. Quand? Comment? Vous n'avez toujours pas remboursé les 3000 € que vous avez empruntés sur ma première déclaration de revenus il y a 5 ans. Julien a semblé surpris par cette information, jetant un coup d'œil entre moi et nos parents. Le visage de mon père a rougi davantage. C'est différent. C'était une urgence familiale. C'est toujours une urgence familiale quand vous voulez mon argent, mais je ne suis pas vraiment de la famille quand il s'agit de vacances, de soutien ou de quoi que ce soit d'autre. D'autres voisins avaient commencé à remarquer l'agitation. Monsieur Dubois du premier étage s'était rendu sur son balcon pour observer. 2 femmes de l'immeuble d'en face ont ralenti leurs pas en passant. Ma mère a remarqué l'audience grandissante et a modulé son approche, baissant la voix en un murmure urgent. Tu nous as mis dans une position impossible, Camille. Nous avons dû utiliser la carte de crédit d'urgence de ton père pour sauver ce que nous pouvions du voyage. Elle est presque au maximum maintenant. Ce n'est pas mon problème, ai-je répondu, bien que j'ai ressenti une pointe de culpabilité que j'ai immédiatement ressentie. C'était leur schéma, prendre de mauvaises décisions financières, puis en faire ma responsabilité. Tu nous rembourseras, a déclaré mon père platement. Chaque centime que nous avons dû dépenser à cause de ton petit coup plus les frais de nouvelle réservation. Plus de 17 000 €. L'audace m'a laissé sans voix un instant. Vous êtes sérieux? Vous avez commis une fraude en utilisant ma carte de crédit et vous vous attendez à ce que je vous paie pour ce privilège? Ce n'était pas une fraude, a sifflé ma mère. Tu nous as donné les informations de ta carte. Pour ma part seulement. L'utiliser pour autre chose était une fraude, c'est pourquoi la société de carte de crédit n'a eu aucun problème à bloquer la carte et à contester les frais lorsque je l'ai signalé. L'expression de mon père s'est assombrie dangereusement. Tu nous as signalé à la société de carte de crédit? J'ai signalé des frais non autorisés. Oui. Tu as une idée de ce que cela pourrait faire à notre code de crédit? Ma mère a eu l'air sincèrement stupéfaite. Peut-être auriez-vous dû y penser avant d'utiliser ma carte sans permission. Julien s'est finalement avancé, se plaçant légèrement entre moi et nos parents. Écoutez, tout le monde doit se calmer. Camille, peut-être y a-t-il eu un malentendu sur ce que tu acceptais de payer. Il n'y a eu aucun malentendu, ai-je dit fermement. J'ai été clair dès le début. Nous sommes tes parents, a dit ma mère, changeant de tactique à nouveau. Nous t'avons soutenu toute ta vie. Un seul voyage en famille est la moindre des choses que tu puisses faire pour nous rembourser. Me soutenir? Vous m'avez facturé un loyer quand je gagnais le salaire minimum. Vous m'avez fait payer mes propres fournitures scolaires tout en achetant une nouvelle voiture à Julien. Vous m'avez exclu des vacances en famille pendant des années. Et maintenant, vous êtes en colère parce que je ne me ruinerai pas en finançant votre voyage de luxe? Mon père s'est approché, sa voix tombant en un murmure menaçant. Tu regretteras ça, Camille. Si tu penses pouvoir simplement nous couper les ponts et nous humilier sans conséquence, tu te trompes. Vous me menacez, ai-je demandé assez fort pour que les voisins entendent. Il a reculé immédiatement, conscient de l'impression que cela donnait. Nous partons. Mais ce n'est pas fini. Alors qu'il se tournait pour partir, ma mère s'est arrêtée. Nous t'avons élevé mieux que ça, Camille. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé pour que tu deviennes si égoïste et ingrate. Ils sont remontés dans la voiture de location, Julien me lançant un dernier regard hésitant avant de les rejoindre. Alors qu'ils s'en allaient, je suis resté figé sur le trottoir, l'adrénaline circulant dans mon système. Élise s'est approchée prudemment. Tu vas bien? Ça avait l'air intense. Drame familial, ai-je dit faiblement. Mais ça va. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis au 3B, a-t-elle proposé. Ce genre de confrontation peut être très épuisant. Je l'ai remercié et je me suis finalement dirigé vers mon appartement, vérifiant à 2 fois la serrure après être entré.
Mes mains tremblaient toujours alors que j'appelais Anne pour la tenir au courant de ce qui s'était passé. Ils sont venus chez toi après avoir essayé de te voler 15 000 €, s'est-elle exclamée, son indignation validant mes sentiments. S'il te plaît, dis-moi que tu vas les signaler à la police. Pourquoi? Ils n'ont pas vraiment enfreint de loi en me criant dessus sur le trottoir. Non, mais utiliser ta carte de crédit sans autorisation, c'est de la fraude. Une fraude classique, de manuel. J'ai soupiré. Je ne veux pas les faire arrêter, Anne. Je veux juste qu'ils me laissent tranquille. Au moins, parle à ton propriétaire de l'installation de caméras de sécurité, suggéra-t-elle. S'ils étaient assez en colère pour annuler leur voyage à Saint-Barthélemy juste pour t'affronter, qui sait ce qu'ils pourraient faire ensuite? Elle avait raison. Après que nous ayons raccroché, j'ai envoyé un email à mon propriétaire, Christophe, expliquant que j'avais eu une confrontation inquiétante avec des membres de ma famille et que j'aimerais la permission d'installer une caméra de sécurité temporaire à ma porte. Il a répondu rapidement, non seulement en donnant la permission, mais en proposant que le personnel d'entretien de l'immeuble installe de véritables caméras de sécurité dans le couloir le lendemain. Ce soir-là, j'ai reçu un appel d'une source inattendue, ma tante Martine, la sœur de ma mère. Nous n'étions pas particulièrement proches car elle vivait sur la côte opposée, mais nous avions toujours été cordiales. Camille, c'est ta tante Martine. Je viens de recevoir un appel très étrange de ta mère. Laissez-moi deviner, ai-je dit avec lassitude. Je suis une fille ingrate qui a gâché les vacances en famille par méchanceté. Quelque chose comme ça, a-t-elle confirmé. Elle a dit que tu avais accepté d'aider à la réservation et que tu avais ensuite signalé tes propres frais comme frauduleux pour les punir. Ça ne te ressemblait pas, alors j'ai pensé t'appeler pour entendre ta version. J'ai expliqué la situation en détail, y compris l'historique de manipulation financière. Ça ressemble plus à ma sœur, a dit tante Martine. Elle a toujours eu une relation créative avec les frontières financières. Elle m'a fait la même chose quand nous étions plus jeunes, ouvrant des cartes de crédit à mon nom. Ils ont couvert pour elle, ce qui, je pense, lui a appris qu'elle pouvait s'en tirer. Même ma voisine Élise, qui avait été témoin de la confrontation sur le trottoir, a laissé un panier de soins à ma porte avec du thé, des chocolats et une note offrant son aide si jamais je ne me sentais pas en sécurité. Le soutien le plus surprenant est venu 6 jours après l'effraction, lorsque Julien a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité a pris le dessus. Camille, ça va? Sa voix semblait différente, hésitante, manquant du ton confiant qu'il adoptait habituellement pour imiter notre père. Je gère, ai-je répondu prudemment. Je suis tellement désolé pour ce qui s'est passé. Je n'aurais jamais dû suivre dans tout ça. Je suis restée silencieuse, attendant de voir si c'était sincère ou une autre tactique de manipulation. J'ai beaucoup réfléchi à tout ce que tu as dit. À la façon dont ils t'ont traité différemment. Je ne l'ai jamais vraiment vu avant. Ou peut-être que je ne voulais pas le voir. Ça dure depuis toute notre vie, Julien. Je le sais maintenant, a-t-il admis. Et j'ai réalisé qu'il me faisait des choses similaires, juste d'une manière différente. Des trucs financiers principalement. Papa gérait mon fonds fiduciaire de grand-mère. Mais quand j'ai demandé des relevés récemment, il s'est fâché et a refusé. C'était une nouvelle information. Tu as un fonds fiduciaire censément de la succession de grand-mère Martin. Tu devrais en avoir un aussi. Notre grand-mère est décédée quand j'étais à l'université. Je n'avais jamais entendu parler d'un fonds fiduciaire. Ils ne m'ont jamais rien mentionné. C'est inquiétant, a dit Julien lentement. Parce que selon le testament de grand-mère, nous devrions chacun avoir reçu des montants égaux lorsque nous aurions eu 25 ans. Les implications étaient stupéfiantes, mes parents avaient-ils caché ou peut-être même utilisé de l'argent qui m'appartenait légalement pendant des années? J'ai pris note d'en parler à mon avocate lors de notre prochain rendez-vous. Julien a poursuivi, semblant sincèrement troublé. Il y a plus, Camille. Je pense que maman et papa ont de sérieux problèmes financiers. Je les ai entendus se disputer après que nous soyons revenus de chez toi. Papa parlait d'une deuxième hypothèque qu'il ne pouvait pas payer, et maman a mentionné des cartes de crédit au maximum. Est-ce pour ça qu'ils ont essayé d'utiliser ta carte pour les vacances? Parce qu'ils sont fauchés? Je pense que oui. L'entreprise de papa ne marche pas bien depuis des années d'après ce que je peux voir. Et ils vivent toujours comme s'il y avait de l'argent illimité. La conversation a changé quelque chose de fondamental dans ma compréhension de la situation. Les actions de mes parents ne concernaient pas seulement le contrôle ou le favoritisme, ils étaient désespérés.
Cela n'excusait pas ce qu'ils avaient fait, mais cela ajoutait une couche de complexité que je n'avais pas envisagée. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant » ai-je demandé à Julien. « Je cherche mon propre logement » a-t-il dit. Et j'ai pris rendez-vous avec un conseiller financier pour comprendre ce qui se passe avec mon fonds fiduciaire. Je pense que j'ai aussi besoin de prendre de la distance par rapport à eux. Après que nous ayons raccroché, je me suis assise pour assimiler cette nouvelle information. Mon frère, qui avait toujours été leur enfant préféré, voyait enfin la dynamique pour ce qu'elle était. C'était validant, mais aussi triste. Une autre forme de perte dans cette tragédie familiale qui se déroulait. Le lendemain, une lettre recommandée est arrivée d'un cabinet d'avocats représentant mes parents exigeant le paiement de 17 000 € pour les frais de vacances engagés ou pour le compte de Camille Martin, comme convenu verbalement. La lettre menaçait d'une action en justice si le paiement n'était pas reçu dans les 30 jours. Je l'ai transmise à Jacqueline Dubois, l'avocate que j'avais consultée, qui a répondu presque immédiatement. C'est du harcèlement. Nous enverrons une lettre de mise en demeure concernant les demandes financières et tout contact futur. De plus, étant donné ce que vous m'avez dit sur l'éventuel problème de fonds fiduciaires, je recommande que nous soumettions des demandes formales de documentation sur la succession de votre grand-mère. Le processus juridique a progressé, Jacqueline envoyant des lettres formales à l'avocat de mes parents détaillant la fraude à la carte de crédit, l'incident d'effraction et demandant des informations sur la succession de ma grand-mère. Elle m'a également aidé à demander une ordonnance restrictive temporaire basée sur l'effraction, qui a été accordée en attendant une audience. Alors que les aspects juridiques se déroulaient, les retombées sociales se sont étendues. Mes parents, apparemment peu disposés à accepter la responsabilité de leurs actions, ont commencé à partager leur version des événements avec la famille, les amis et les connaissances. J'ai commencé à recevoir des messages gênants de tantes éloignées et d'amis de la famille. Votre mère a le cœur brisé par vos accusations. Il y a sûrement eu un malentendu. La famille devrait régler ses problèmes en privé, pas avec la police et les avocats. Après tout ce que vos parents ont sacrifié pour vous, c'est comme ça que vous les remboursez ? Je n'ai pas répondu à ces messages, suivant le conseil de Jacqueline d'éviter toute discussion publique des affaires juridiques en cours, mais l'isolement était difficile, regardant mes parents manipuler avec succès des gens qui ne connaissaient pas toute l'histoire. Tout le monde n'a cependant pas été influencé. Ma cousine Chloé, la fille de tante Martine, a appelé pour offrir son soutien. Maman m'a raconté ce qui se passe. Pour ce que ça vaut, tante Sophie a fait des coups similaires avec notre famille il y a des années. Nous te croyons. Le frère de mon père, l'oncle Daniel, m'a surprise avec un email. Ton père et moi ne sommes pas proches depuis qu'il a emprunté de l'argent sur le fonds de retraite de nos parents sans leur savoir. Je soupçonne que ce que tu vis n'est pas un nouveau comportement. Reste forte et protège-toi. Ces aperçus d'une histoire familiale que je n'avais pas entièrement comprise m'ont aidé à contextualiser ce qui se passait. Il ne s'agissait pas de moi étant une mauvaise fille ou étant égoïste. C'était un schéma de comportement qui avait affecté plusieurs membres de la famille sur des décennies. 3 semaines après l'effraction, je me suis enfin senti suffisamment en sécurité pour retourner pleinement dans mon appartement. Le nouveau système de sécurité, la porte renforcée et l'ordonnance restrictive ont créé une barrière physique entre moi et le chaos de mes parents. J'ai commencé à consulter une thérapeute, le docteur Lefebvre, spécialisé dans les traumatismes familiaux et les abus financiers. Ce que vous décrivez est un schéma classique d'exploitation financière au sein des familles, a-t-elle expliqué lors d'une séance. Le fait que vous l'ayez reconnu et que vous ayez pris des mesures pour vous protéger montre une force et une conscience de soi remarquables. Je me sens encore coupable parfois, ai-je admis. Comme si j'avais détruit ma famille. Vous n'avez rien détruit, a dit fermement le docteur Lefebvre. Vous avez simplement cessé de participer à des schémas destructeurs. L'inconfort que tout le monde ressent n'est pas parce que vous avez fait quelque chose de mal. C'est la conséquence naturelle du bouleversement de dynamique malsaine. Alors qu'avril tournait à mai, j'ai reçu un appel inattendu d'une cousine du côté de ma mère que je connaissais à peine, Angèle, qui vivait à l'autre bout du pays et s'était éloignée de la famille il y a des années. J'ai appris par tante Martine ce qui s'est passé avec tes parents, a-t-elle dit après s'être présentée. Je voulais juste que tu saches que tu n'es pas seul. Ils m'ont fait des choses similaires quand j'étais à l'université. C'est pourquoi j'ai déménagé à 3000 km et changé de numéro de téléphone. Comment as-tu géré la culpabilité, ai-je demandé, désireuse d'obtenir des conseils de quelqu'un qui avait déjà parcouru ce chemin. Le temps aide, a-t-elle dit pensivement. Et réaliser que la culpabilité a été programmée en toi comme un mécanisme de contrôle.
On t'a appris qu'avoir des limites te rend égoïste parce que cette croyance leur profitait. Ce n'est pas vrai. Cette conversation a été un tournant dans mon processus de guérison. Me connecter avec Angèle, ainsi qu'avec tante Martine et le soutien surprenant de l'oncle Daniel, m'a aidé à voir que je ne rompais pas les liens familiaux, je trouvais ma vraie famille parmi ceux qui respectaient les limites et pratiquaient le respect mutuel. Début juin, Julien a appelé avec des nouvelles. J'ai enfin eu accès à la documentation du fonds fiduciaire, a-t-il dit sans préambule. Camille, il y avait définitivement un fonds pour toi, égal au mien. Mais les documents montrent qu'il a été consolidé avec mon compte il y a 5 ans avec une signature censée être la tienne. Je n'ai jamais signé quelque chose comme ça, ai-je dit, mon estomac se nouant. Je ne pensais pas. J'ai déjà envoyé des copies à ton avocate. Il semble qu'ils aient falsifié ta signature pour accéder à ton fonds. La dernière pièce du puzzle s'est mise en place. Mes parents n'avaient pas seulement été financièrement contrôlants et manipulateurs, ils avaient commis une fraude réelle contre moi à plusieurs reprises, y compris en volant un héritage qui me revenait de droit. Aussi difficile que fut cette révélation, elle a apporté clarté et validation. Les limites que j'ai établies n'étaient pas seulement nécessaires, elles étaient attendues depuis longtemps. 6 mois après le fatidique différend de carte de crédit qui a tout changé, mon appartement est devenu un véritable sanctuaire. La porte renforcée et le système de sécurité qui me rappelait autrefois un traumatisme ont été intégrés à la décoration, symbolisant maintenant les limites solides que j'ai établies dans tous les domaines de ma vie. Le salon où mes parents fouillaient autrefois dans mes documents personnels est maintenant réaménagé avec un coin lecture confortable près de la fenêtre, rempli de livres sur l'indépendance financière et les relations saines. La croissance professionnelle est devenue un avantage inattendu de ce parcours douloureux. Avec l'énergie émotionnelle que je consacrais auparavant à gérer les exigences de mes parents désormais redirigées vers ma carrière, j'ai obtenu une promotion au poste de senior designer à l'agence créative du Nord. Mon portfolio s'est élargi alors que je canalisais mes expériences dans un travail plus authentique, émotionnellement résonnant, qui se connectait avec les clients à un niveau plus profond. Tes designs ont considérablement évolué cette année, a noté ma directrice de création lors de mon évaluation de performance. Il y a une audace et une clarté qui n'étaient pas là avant. On pourrait dire la même chose de tous les aspects de ma vie. Les amitiés se sont approfondies alors que j'apprenais à faire confiance aux autres avec mon moi authentique. Anne est restée mon soutien indéfectible, mais de nouvelles relations ont également éclos. Chloé du travail est passée de collègue à amie après que j'ai finalement partagé une partie de mon histoire avec elle. Ma voisine Élise et moi avons commencé un rituel de café hebdomadaire qui a évolué en une véritable amitié. Le plus surprenant a peut-être été ma relation évolutive avec Julien. Après la révélation du fonds fiduciaire, il a pris la difficile décision d'établir ses propres limites avec nos parents. Il a déménagé dans son propre appartement de l'autre côté de la ville et a commencé à travailler avec le même conseiller financier qui m'aidait à démêler la situation du fonds fiduciaire. Je n'ai jamais compris pourquoi tu semblais si stressé par l'argent tout le temps, a-t-il admis lors de l'un de nos dîners mensuels, une nouvelle tradition que nous avions établie. Maintenant je comprends. Quand j'ai dû commencer à gérer mes propres finances entièrement, j'ai réalisé à quel point il contrôlait en me mettant au point. Notre relation n'était pas parfaite. Des années à être positionnés comme des rivaux avaient créé des schémas qui nécessitaient un effort conscient pour être brisés, mais elle évoluait vers quelque chose de plus sain, basé sur le respect mutuel et la compréhension partagée. Les tentatives de réconciliation de mes parents sont venues de manière prévisible, bien que pas sous la forme de responsabilité ou de changement de comportement. 3 mois après l'effraction, une fois l'ordonnance restrictive temporaire expirée, ma mère a envoyé un arrangement floral élaboré à mon bureau avec une carte disant simplement « La famille devrait toujours trouver un moyen de se retrouver ». J'ai fait don des fleurs à une maison de retraite voisine. 1 mois plus tard, mon père a appelé d'un numéro inconnu. Sa voix inhabituellement calme. « Camille, ça a assez duré. Ta mère a le cœur brisé. Quand vas-tu mettre ça derrière nous ? Quand vous reconnaîtrez ce que vous avez fait, ferez amende honorable et démontrerez un changement de comportement, ai-je répondu calmement, m'étant préparé à ce moment avec le docteur Lefebvre. Nous avons toujours fait ce qui était le mieux pour toi, a-t-il insisté, retombant dans ses schémas familiers. Parfois, les enfants ne comprennent pas les décisions des parents avant d'être plus âgés. Je ne suis pas une enfant, papa. J'ai 29 ans. Et prendre les informations de ma carte de crédit pour débiter 15 000 € sans mon consentement, puis cambrioler mon appartement quand j'ai contesté les frais n'était pas faire ce qui était le mieux pour moi. Il a soupiré lourdement. Nous allions te rembourser éventuellement. Ce n'est pas comme ça que fonctionne le consentement,
Et ça ne règle pas la porte cassée, la vie privée violée, ou la signature falsifiée sur les documents de mon fonds fiduciaire. La mention du fonds fiduciaire a immédiatement changé son ton. Julien n'avait pas le droit de partager cette information avec toi. C'était des affaires financières familiales privées. Mon héritage n'est pas une affaire financière familiale privée qui m'exclut, papa. C'était mon argent. Il a raccroché peu après, et je n'ai plus jamais eu de nouvelles directes de l'un ou l'autre. Par les canaux familiaux, j'ai appris qu'ils avaient été forcés de réduire leur train de vie, vendant la maison familiale pour couvrir des dettes, y compris une importante saisie fiscale qui avait été cachée pendant des années. Le processus juridique concernant le fonds fiduciaire s'est poursuivi, mon avocate Jacqueline Dubois découvrant qu'environ 120 000 € qui auraient dû m'appartenir avaient été systématiquement siphonnés sur 5 ans. Le dossier était solide avec des preuves claires de falsification, mais j'ai choisi de régler à l'amiable plutôt que de poursuivre une longue bataille judiciaire qui me maintiendrait lié à mes parents. Tu es sûr, a demandé Jacqueline quand j'ai pris cette décision. Nous pourrions potentiellement récupérer plus par le biais d'un litige. Je suis sûr, ai-je dit avec confiance. Le règlement est suffisant pour créer une sécurité financière pour moi. Plus important encore, l'accepter me permet de clore ce chapitre et d'aller de l'avant. Le processus de guérison n'a pas été linéaire. Certains jours étaient plus difficiles que d'autres, en particulier les jours fériés et les étapes familiales qui mettaient en évidence la rupture. Ces jours-là, je m'appuyais sur ce que le docteur Lefebvre appelait ma famille choisie, le réseau de relations de soutien que j'avais cultivé. Tante Martine est venue me rendre visite pour un long week-end, apportant de vieilles photos de famille et des histoires qui m'ont aidé à me connecter à mon histoire familiale d'une manière plus saine. Ta grand-mère serait si fière de toi, m'a-t-elle dit alors que nous trions les images. Elle valorisait l'indépendance et l'intégrité avant tout. J'ai trouvé une guérison inattendue en aidant les autres. Après avoir suivi un cours d'éducation financière pour mieux gérer les fonds de mon règlement, j'ai commencé à faire du bénévolat en tant qu'enseignante pour le même programme, travaillant spécifiquement avec de jeunes adultes issus de milieux familiaux difficiles. Partager mes expériences dans ce contexte constructif a donné un sens à la douleur que j'avais endurée. À l'approche du premier anniversaire du différend de carte de crédit qui a tout changé, j'ai pris une décision qui symbolisait mon nouveau départ. J'ai réservé mes premières vacances en solo. Pas à Saint-Barthélemy ou dans un complexe de luxe, mais dans une petite ville côtière tranquille où j'avais de bons souvenirs de visite chez ma grand-mère quand j'étais enfant. Le voyage ne concernait pas l'extravagance, mais la reconquête de la joie et de l'indépendance. La semaine avant mon départ, j'ai écrit une lettre à mes parents, non pas pour l'envoyer, mais dans le cadre de mon processus de guérison, comme suggéré par le docteur Lefebvre. J'y ai exprimé toute la blessure, la colère et la déception que j'avais ressenties, mais j'ai aussi reconnu les émotions complexes qui restaient, l'amour qui coexistait avec la douleur, l'espoir qu'il puisse un jour changer, le deuil de la relation que nous aurions pu avoir. J'ai conclu la lettre avec les conditions selon lesquelles je pourrais envisager de reconstruire une relation, reconnaissance de leurs actions, excuses sincères sans justification, restitution financière et démonstration d'un changement de comportement au fil du temps. Je ne l'ai pas envoyé, mais l'écrire a clarifié mes propres limites et valeurs. Le matin de mon départ pour mon voyage en solo, j'ai reçu un message de Julien. Passe de bonnes vacances. Tu le mérites. Je voulais aussi te faire savoir que je commence une thérapie la semaine prochaine. Ton parcours m'a inspiré. En lisant son message en attendant d'embarquer, j'ai ressenti un sentiment de paix qui m'avait échappé si longtemps. Le cycle se brisait. Les schémas qui avaient endommagé notre famille pendant des générations étaient perturbés. À travers toute la douleur et les défis, quelque chose de plus sain émergeait. La dernière année m'avait appris que la famille n'est pas définie par le sang ou l'obligation, mais par le respect, l'honnêteté et l'attention mutuelle. J'avais perdu la famille que je pensais devoir avoir, mais j'avais gagné en clarté sur les relations que je méritais réellement, et dans cette connaissance résidait la liberté. Alors que je m'installais à mon siège côté fenêtre, regardant le sol s'éloigner alors que l'avion montait dans le ciel, j'ai ressenti une légèreté qui n'avait rien à voir avec l'altitude. Le chemin devant moi était inconnu, mais pour la première fois de ma vie, c'était moi qui tenais la carte. J'aimerais connaître vos réflexions sur cette histoire. Avez-vous déjà dû établir des limites difficiles avec des membres de votre famille? Qu'est-ce qui vous a aidé à rester fort face à la pression de céder? Laissez un commentaire ci-dessous et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner si cela vous a parlé. Rappelez-vous, se défendre n'est pas égoïste. C'est nécessaire pour la guérison et la croissance. Merci de m'avoir accompagné dans ce parcours et je vous souhaite force sur votre propre chemin vers des relations saines.